Dimanche dernier, en pleine nuit, un destroyer de guerre chinois a ouvert le feu. Des munitions réelles tirées en plein cœur d'une zone maritime japonaise. Une frégate russe juste à côté, comme pour appuyer le message. Le Japon n'avait jamais vu ça. Pas un survol de routine, pas un simple message diplomatique. Un tir réel, assumé dans les eaux économiques d'un pays avec qui la Chine entretient déjà une rivalité vieille de plusieurs décennies. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi prendre un tel risque à ce moment précis? Et surtout, qu'est-ce que cet incident révèle sur une bataille d'influence bien plus vaste qui implique Taïwan, les Philippines et, en toile de fond, les États-Unis? Bienvenue sur Géopolitique 360. Aujourd'hui, on décrypte l'escalade entre la Chine et le Japon et pourquoi elle pourrait n'être que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui s'est passé ce dimanche. Un destroyer lance-missile chinois de classe Luoyang. 3 a mené un exercice de tir à munitions réelles à 180 km au sud-ouest d'Okinotori, l'île la plus au sud du territoire japonais. Une frégate russe se tenait à proximité pendant les tirs. L'opération s'inscrivait dans un entraînement militaire conjoint entre Pékin et Moscou. Et ce n'était pas un geste isolé. Quelques heures plus tôt à peine, la marine japonaise avait déjà repéré une flottille de 3 navires chinois, accompagnés de cette même frégate russe, naviguant droit vers le Pacifique, longeant l'archipel japonais. Petite précision utile pour bien saisir l'enjeu. Une zone économique exclusive, une ZEE. C'est un espace maritime où un État détient des droits économiques, pêche, ressources, sans en avoir la pleine souveraineté. D'autres navires peuvent légalement y circuler. Mais un exercice de tir à munitions réelles, mené sans autorisation dans la ZEE d'un pays tiers, ce n'est plus un simple passage. C'est une démonstration de force pure et assumée. Le gouvernement japonais a immédiatement protesté par la voie diplomatique, estimant que la manœuvre aurait pu mettre en danger la navigation dans la zone. Pékin, de son côté, a balayé ces critiques d'un revers de main, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qualifiant les inquiétudes japonaises de totalement infondées. Pourquoi maintenant le vrai déclencheur? Pour comprendre pourquoi cet incident éclate précisément maintenant, il faut revenir à une phrase prononcée en novembre dernier par la première ministre japonaise Sanae Takaichi. Interrogée au Parlement, elle a affirmé qu'une attaque chinoise contre Taïwan pourrait représenter une menace pour la survie même du Japon, ouvrant ainsi la porte à une possible intervention militaire japonaise en cas de conflit sur l'île. Une phrase mais un séisme diplomatique. Pour en mesurer la portée, Pékin considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et n'a jamais exclu d'y recourir à la force. Taïwan, elle, fonctionne comme une démocratie pleinement autonome, avec sa propre économie, sans pour autant être reconnue comme un État par les Nations Unies. Et les États-Unis, eux, entretiennent volontairement le flou sur ce qu'ils feraient en cas d'attaque chinoise. Une ambiguïté encore renforcée depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, ce qui pousse justement Washington à demander à ses alliés régionaux de clarifier, eux, leur propre position. C'est dans ce contexte électrique que les mots de Sanae Takaichi ont pris tout leur poids. Pékin y a vu une remise en cause directe de ses intérêts stratégiques, dénonçant ce qu'elle a qualifié de résurgence du militarisme japonais. La réplique chinoise a été immédiate et multiforme. Appel à ses citoyens à éviter tout voyage au Japon, frappant directement le tourisme japonais. Sanctions contre des dizaines d'entreprises liées à la défense. Restrictions sur l'exportation de terres, de terres rares, ces matériaux stratégiques sans lesquels ni l'électronique de pointe ni l'armement moderne ne peuvent fonctionner. Début juillet, nouveau palier, des gardes-côtes chinois et japonais se sont affrontés autour d'îles contestées en mer de Chine orientale, chacun accusant l'autre d'avoir violé ses eaux. Le tir réel de dimanche n'est donc que la suite logique de cette spirale, pas un accident isolé. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo t'apprend des choses, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe.
abonne-toi et active la petite cloche des notifications parce que ce qu'on va se dire dans les prochaines minutes concerne une zone qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial dans les années à venir. Et crois-moi, sur ce sujet-là, ça va continuer de bouger très vite. Un rocher ou une île. Le désaccord qui explique tout. Derrière cet incident maritime se cache un désaccord juridique qui, à lui seul, résume toute la logique du conflit. Pour le Japon, Okinotori est une île à part entière, ce qui lui donne droit à une zone économique exclusive de 200 000 nautiques tout autour. Pour la Chine, une position qu'elle partage d'ailleurs avec Taïwan sur ce dossier précis. Okinotori n'est rien de plus qu'un ensemble de récifs, sans droit à une telle zone, selon le droit international de la mer. Si cette lecture chinoise prévalait, les eaux où l'exercice a eu lieu ne relèveraient tout simplement pas de la souveraineté économique japonaise. La marine chinoise s'y estimerait alors pleinement dans son droit d'opérer, tir compris. C'est fascinant, dans un sens. Un désaccord technique sur le droit maritime devient ici un pur instrument de puissance géopolitique. Une tension qui dépasse largement le Japon. Ce qui rend cette séquence si révélatrice, c'est qu'elle ne se limite pas à la relation Pékin-Tokyo. Ce même week-end, un affrontement a éclaté entre navires chinois et philippins autour d'un récif contesté, avec des accusations de blessures infligées à un soldat philippin. Washington a immédiatement dénoncé des actions dangereuses de la part de la Chine. Autrement dit, au même moment, Pékin exerce une pression simultanée sur plusieurs fronts maritimes, le Japon au nord, les Philippines au sud. Difficile d'y voir une coïncidence de calendrier. C'est plutôt le signe d'une posture régionale de plus en plus affirmée, qui teste la réaction de plusieurs voisins à la fois et celle de leur allié commun. En réponse, le Japon accélère le renforcement de sa présence militaire et continue d'augmenter ses dépenses de défense, une tendance déjà amorcée face à la Chine et à la Corée du Nord. La Chine, elle, multiplie les exercices conjoints avec la Russie, une coopération qui, elle aussi, se resserre mois après mois, y compris à proximité directe du territoire japonais. Ce qu'il faut surveiller maintenant, cet incident du dimanche n'est donc pas un accident isolé, mais la suite logique d'une escalade amorcée depuis les propos de novembre sur Taïwan, une rivalité qui implique désormais la Chine, le Japon, Taïwan, les Philippines et en arrière-plan, les États-Unis et la Russie. 3 choses à surveiller dans les prochaines semaines. Est-ce que d'autres exercices de ce type se reproduisent près du Japon? Comment évolue la position américaine sur son engagement envers Taïwan? Et si la rupture économique entre Pékin et Tokyo, tourisme, terres rares, sanctions, continue de s'aggraver en parallèle des tensions militaires? C'est tout pour cette analyse. Si tu veux comprendre les rapports de force qui redessinent le monde, la suite se passe ici, sur Géopolitique 360. Dis-moi en commentaire, selon toi, cette tension Chine-Japon peut-elle dégénérer en confrontation directe ou reste-t-on dans une démonstration de force contrôlée? À très bientôt.